OK, merci tout le monde. C'est avec grand plaisir que je vous présente Alizée Couronnet, qui est une directrice du développement des entreprises à Montréal Envivo. Et je suis très heureux qu'elle est ici pour raconter son histoire et répondre à nos questions. Alors, merci beaucoup, Alizée. Pour la première question, peut-être je peux demander, avant de travailler à Montréal Envivo, quel était votre parcours académique? Nickel pour être là aujourd'hui, puis parler de mon parcours. Euh, donc, comme vous pouvez l'entendre avec mon bel accent, je viens de France. J'ai commencé par une école d'ingénieur en biologie en France. Donc, c'est une école qui se fait après on appelle une classe préparatoire. C'est 2 ans pour me préparer à des concours pour ensuite accéder à ces écoles. Euh, et dans ces écoles d'ingénieurs, donc qui durent ensuite 3 ans après les 2 ans d'école préparatoire, on a une première année assez globale, assez large en fait pour nous apprendre à être flexible en tant qu'ingénieur. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur les différents domaines de la biologie, mais que ça aille de euh, l'agronomie en fait jusque s'occuper des forêts, mais en passant par la biologie moléculaire. Donc, je savais que j'avais un premier intérêt sur la biologie, voilà, plutôt des cellules humaines. Donc, en deuxième année, j'ai commencé à me focaliser sur ce côté-là. Puis, j'ai fait une année de césure où j'ai fait 2 ans, deux stages en fait en labo de recherche. Donc, le premier à l'Institut Curie à Paris, puis le deuxième aux États-Unis à la Cold Spring Harbor Laboratory. Euh, donc c'était vraiment intéressant d'avoir une vision aussi internationale, pratiquer mon anglais, puis voir comment ça se passait dans un autre laboratoire. Puis ma dernière année, j'ai fait un peu un double diplôme. En fait, au lieu de faire ma dernière année d'école d'ingénieur à l'école, j'ai fait un master en immunologie à l'université Paris-Sud. Donc parce que j'avais vraiment envie d'avoir des connaissances plus précises en immunologie, c'était un domaine qui m'intéressait beaucoup. Et c'est pendant mon stage de dernière année que j'ai mon stage de master, de maîtrise, que je me suis rendu compte que je voulais tenter l'aventure de la thèse. Et c'est là que j'ai entendu parler de, de l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de Montréal, qui avait un programme de recrutement pour les étudiants étrangers, et même en fait du Canada et puis du Québec aussi. Et donc j'ai décidé d'aller voir ce que c'était parce que au départ c'était en plan B euh, parce que avoir une bourse de thèse en France ça peut être assez difficile. Donc je me suis dit on va garder les options ouvertes puis on va aller voir ce qu'ils proposent à Montréal. J'ai vraiment été charmée par la ville, par le projet qu'on me proposait. Donc j'ai décidé de dire oui, finalement, alors que j'avais aussi eu une bourse en France, mais je voulais tenter l'aventure à l'étranger. Donc, je suis arrivée à Montréal en janvier 2018 pour commencer au départ un doctorat en biologie moléculaire à l'IRIC. Puis 2 ans et demi après, donc arrive 2020, on sait tous ce qui est arrivé cette année-là, la pandémie. Et en fait, j'étais un petit peu arrivée à un état d'épuisement assez intense, mental, physique. Ça m'a permis de prendre un peu de recul finalement, ces moments où on est resté à la maison. Et c'est là que je me suis dit, ben, je me vois pas encore continuer 3 ans dans cet état-là. Finalement, pour la carrière que j'envisage, le doctorat, c'est peut-être pas le bon diplôme qu'il me faut, ou en tout cas, ça va pas m'apporter plus qu'une maîtrise. Donc, j'ai décidé de transférer à la maîtrise. Puis, donc j'ai eu la chance de pouvoir transférer à la maîtrise en biologie moléculaire que j'ai obtenue en décembre 2020. Donc, les 6 derniers mois de l'année 2020, c'était un petit peu le questionnement, qu'est-ce que je vais faire après cette maîtrise, quand on s'est toujours mis dans la tête que ben, faire un doctorat, ça, ça apporte différents questionnements. Et en me renseignant, en me faisant accompagner aussi avec des différents professionnels qui aide à définir aussi le parcours qu'on veut avoir. J'ai pu me poser la question de est-ce que je voulais par exemple être associée de recherche clinique. Donc là, je me suis inscrite à un programme à McGill qui s'appelle la CRA Experience.
qui permet d'apprendre à mieux connaître comment on peut être associé de recherche clinique, puis tout le domaine en fait des essais cliniques. Donc ça, j'ai commencé ça en octobre 2020. Puis j'avais toujours aussi eu l'idée, j'étais toujours intéressée en fait par le côté affaires, entreprise, comment ça fonctionne, ce monde-là. Donc j'ai été regarder du côté de HEC et ils avaient ces petits programmes qu'on appelle des DESS, donc diplôme d'enseignement supérieur spécialisé, dont un qui était en développement organisationnel, donc qui consiste à mieux comprendre comment les organisations font pour être performantes, mais des endroits sains de travail à la fois. Parce que je pense qu'on est tous conscients, une fois que les employés, que l'organisation fonctionne de manière saine, puis avec des processus bien clairs, définis, ben, forcément, elle va être plus performante. Donc, j'ai appris plein de petites choses par rapport à la façon, comment faire pour qu'une organisation soit performante, mais aussi bonne pour ses employés. Puis, à ce moment-là, mon Vivo a su, donc je terminais ma maîtrise en décembre 2020. Puis ils m'ont proposé de participer à une mission pour eux en intelligence artificielle, faire un petit mandat sur une cartographie des recommandations en intelligence artificielle en santé. J'ai trouvé que c'était une bonne opportunité, même si au final, j'y connaissais pas grand-chose en intelligence artificielle. Je savais que grâce à mes compétences de scientifique, j'étais capable de lire la bibliographie, capable de la synthétiser. Puis, je me suis dit, je vais apprendre. Donc, j'ai dit oui parce que cette organisation m'intéressait beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc, d'abord à temps partiel, puisque je faisais mon DESS à HEC Montréal. Puis, une fois que je l'ai obtenu en fin 2021, j'ai commencé à temps plein en 2022 avec mon Vivo. OK, wow. Vous avez une très unique histoire et parcours académique. Ça peut être très utile pour les étudiants d'entendre ça. Merci. Je peux demander quel poste avez-vous occupé à Montréal Vivo et quels sont les points positifs à chaque étape? Ok. Donc le premier poste, on va dire que c'était consultante pour eux, mais finalement ça revenait à chargée de projet. Donc j'avais une première mission qui était avec un mandat assez défini. Puis au fur et à mesure, une fois que la mission était terminée, puis j'ai été vraiment embauchée en tant que chargée de projet. Là, j'ai pu plus m'impliquer dans différents projets de l'organisation, soutenir les directeurs et directrices de projets dans leurs projets. Donc, c'était un premier job qui était vraiment intéressant parce que je touchais à beaucoup de choses, à beaucoup de sujets différents, puis je pouvais mieux comprendre tous ces différents sous-secteurs, donc des sciences de la vie et technologies de la santé, les différents aspects, puis aussi le fonctionnement de Montréal Vivo en général. Donc, j'ai beaucoup aimé mieux comprendre ce côté-là, puis au fur et à mesure, donc retrouver une certaine confiance professionnelle, me sentir plus à l'aise dans ce nouvel environnement de l'industrie finalement. Euh, Puis mieux connaître aussi tous les différents joueurs de l'écosystème, parce qu'on a beaucoup d'organisations au Canada, puis au Québec et à Montréal, qui aident et qui supportent cet écosystème des sciences de la vie et technologies de la santé, et arriver à se retrouver qui fait quoi, qui aide les entreprises, qui aide les universités, les chercheurs. Puis des fois, en fait, évidemment, tout ça se recoupe, comme on fait en Montréal Vivo. Donc, mieux comprendre les différents acteurs, c'était un bon point de départ en tant que chargée de projet. Puis depuis l'année dernière, ça fait pile un an, j'ai été promue directrice de projet, donc directrice de projet par rapport au développement des entreprises, et en particulier des petites et moyennes entreprises, et l'intelligence d'affaires. Donc l'intelligence d'affaires, là, ça va plus être tous les indicateurs de l'écosystème, comment on peut mesurer la performance du Québec pour notre secteur par rapport à d'autres juridictions, par exemple nord-américaines, identifier nos forces et nos points d'amélioration avec des indicateurs, des données. Donc c'est là que mon côté scientifique aussi peut ressortir parce que je vais pouvoir jouer dans des tableaux Excel puis aller chercher des données intéressantes.
Est-ce que ça Peut-être je répond peux. bien à ta question? Oh oui, il y a une question. Rachad, vous pouvez dire Oui. quelque chose? Oui, merci, Alizé. Juste une question à propos de votre changement du système français quand vous étiez en France, avec toutes les universités que vous avez étudiées là-bas, et votre changement quand vous êtes venu au Canada. Est-ce que vous avez senti un grand changement, un peu des points positifs, et comment ça vous a guidé pour trouver un poste professionnel en termes de management ou la direction de projets ou des entreprises à Montréal? Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Mhm. Oui, c'est une bonne question. Merci, Rachad. Euh, Effectivement, j'ai trouvé que le système était différent, le système académique entre la France puis le Québec. Rien qu'en termes déjà de thèse, la définition un peu, enfin, en tout cas moi, la façon dont je l'ai vécu, c'était un petit peu différent. Les thèses ici, les doctorats durent plus longtemps, c'est environ 5 ans. En France, c'est plutôt 3 ans. Euh, Aussi, en France, on candidate pour une question scientifique assez précise dès le départ, puisqu'on n'a que 3 ans pour y répondre. Bien sûr, souvent elle change en cours de route, mais au moins elle est assez précise dès le départ, alors qu'ici, ça va être plutôt des projets assez larges. Et au fur et à mesure des 5 ans, on va définir cette question plus précise. Donc c'est déjà une vision des choses assez différente dès le départ. Euh, et ensuite, à HEC, j'ai eu donc l'occasion d'être plus, on va dire, sur les bancs de l'école et de voir des façons différentes d'aborder les choses. Après, j'ai pas la comparaison école de commerce en France, mais j'ai beaucoup aimé. C'était très concret, c'était avec beaucoup d'exemples euh, des jours en entreprise. Euh, Tout ce qu'on avait à faire. On avait aussi beaucoup de façons d'évaluer notre travail, que ce soit en groupe ou de façon individuelle, à l'écrit, à l'oral. Donc ça permet de, si on est moins fort, par exemple, moins performant à l'écrit, ben, de se rattraper sur un travail à l'oral. Et j'ai beaucoup aimé cette façon très globale d'évaluer les élèves parce qu'on pouvait se rattraper de plein de façons différentes si on avait euh, un point qui était un peu moins fort pour nous. Puis aussi des profs qui étaient très compétents, qui travaillaient aussi en parallèle, donc qui ont vraiment des exemples très concrets à donner. Et ça, c'est très appréciable. Euh, donc j'ai beaucoup aimé ça. Après, le côté comment est-ce que je peux vendre mon parcours peut-être français ici, euh, c'est plus peut-être par les compétences, étant donné que j'étais une école assez large, je peux réussir à dire que je suis flexible, je suis capable de m'adapter, j'ai je sais aller rechercher l'information, c'est souvent ça qu'on nous apprend en tant qu'ingénieur, d'être capable de, dans toutes les situations, d'avoir un peu une idée de ce qui se passe, de prendre du recul, puis ensuite d'avancer. Et le côté gestion de projet aussi, bien sûr. Merci. À propos, juste une autre question, si ça vous dérange Oui, pas. bien sûr. Euh, à propos de votre poste à Montréal in Vivo, vous avez commencé avec quelqu'un, vous avez connecté avec quelqu'un durant votre master, ou c'était quelqu'un que vous connaissiez avant, ou c'était comment votre trajet pour atteindre un poste dans une entreprise telle que Montréal in Vivo? Oui, super question. En fait, c'est parce que j'ai été bénévole au départ pour Montréal in Vivo. Quand je suis la première année, donc quand j'étais encore au doc, euh, en ville, je me souviens encore, on a reçu une demande de candidature en fait pour, j'ai recherché des étudiants, des représentants étudiants sur ce qu'ils appelaient à l'époque des chantiers de réflexion, donc un peu des think tanks où on avait différentes personnes autour de la table pour réfléchir. Moi, j'étais du côté recherche et innovation, puis ils voulaient un côté étudiant pour mieux comprendre comment les étudiants verraient la chose, aller chercher des idées qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc ça m'a permis vraiment de mettre un premier pied dans cette organisation. Puis
de lire en fait les descriptions, j'étais waouh, en fait, c'est exactement ça que je veux faire, c'est exactement le type d'organisation pour lequel je veux travailler. Mais en étant en France à l'époque, je savais même pas que ça existait. Je savais que j'avais envie de faire ça, mais concrètement, quel type de métier c'était, quel type d'organisation faisait ce genre de choses, je ne savais pas. Puis voilà, j'ai eu la chance de voir cet appel à candidature. J'ai répondu, puis j'ai été acceptée avec une autre personne de mon labo, c'est ça qui était assez drôle. Et donc tous les deux, on a été représentants étudiants pendant quelques temps jusqu'à que, en tout cas, moi, je sois embauchée. Et c'est sûr que ça m'a permis de me faire connaître. Aussi autour de la table, il y avait beaucoup de gens de l'industrie ou d'autres organisations, d'autres universités. Donc ça permet de commencer aussi à faire un petit peu son réseau. Puis j'avais posé des questions à la personne qui gérait les rencontres par rapport à ce type de métier, comment ça fonctionnait. Donc elle a vu aussi tout de suite mon intérêt pour l'organisation. Et puis j'ai fait savoir aussi que j'arrêtais mon doctorat, que j'allais graduer bientôt. Puis là, c'est là qu'elle s'est dit, bah tiens, on a cette opportunité de mission. Ça peut être peut-être un bon fit. Puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est très intéressant, honnêtement. Merci Ok. pour votre réponse. Avec plaisir. Merci. Aussi, j'ai une question très importante. Avez-vous des mots d'encouragement pour les femmes scientifiques? Car seulement 10% des présidents directeurs généraux sont des femmes. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Avant tout, je dirais en tant que femme, si on se met soi-même des barrières, mais de se les enlever, juste d'essayer, de tenter. Et souvent, ça c'est quelque chose de connu, quand on voit une offre d'emploi, généralement en tant que femme, on va se dire si je coche pas toutes les cases, je vais pas appliquer. Ben non, il faut y aller, même si on coche pas toutes les cases, il faut vraiment essayer. C'est comme ça qu'on peut se faire repérer. C'est pas parce que là ça va pas marcher que plus tard ils vont pas penser à notre CV, mais l'important c'est de se faire connaître. Les otages aussi, évidemment, c'est important. S'impliquer dans d'autres choses que juste le laboratoire. Évidemment, si on a les possibilités, si on a le temps, le- la force mentale, enfin la place mentale aussi. Je sais que des fois, il y a trop de choses qui se passent dans notre vie, mais euh, si on peut s'impliquer un petit peu ou faire un petit peu de réseautage, je pense que c'est super important parce qu'il y a énormément d'opportunités qui sont même pas mises sur le web ou qui sont même pas mises à l'extérieur. C'est juste par le réseau que ça fonctionne. Donc ça peut être des moyens d'arriver à des postes aussi plus importants. Euh, essayer, tenter des choses pour lesquelles on pense, c'est ça, qu'on n'a pas les connaissances. Par exemple, moi, je connaissais rien en intelligence artificielle ou vraiment pas grand-chose. Puis je me suis dit, bah, on tente. Je vais apprendre aussi à travers tout ça. Je vais utiliser les compétences que je peux avoir acquises à travers mon parcours pour essayer de répondre à cette mission de façon adéquate. Puis s'ils ont pensé à moi aussi, c'est qu'ils doivent voir que je vais m'en sortir. Parce que généralement, si on nous donne une chance, c'est pas juste parce que on nous trouve gentils ou qu'on veut nous donner la chance comme ça, c'est qu'on pense qu'il y en a des compétences derrière. Donc il faut vraiment y croire, puis se laisser la chance de montrer ces compétences-là au monde. Puis après, bon, bien sûr, il y a des changements sociétaux, mais là, c'est un autre débat. Mais au moins, en tant que femme, soi-même, je pense qu'on peut euh, s'enlever nos barrières, que des fois, on se met toute seule, puis essayer. Oui, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être je peux demander quelque chose d'autre. Je sais que le réseautage... Oh, OK. David Mendez a une question. Vous pourrez demander votre question, David. Oui, bien sûr. J'allais. Bonjour, bonjour Alizé, bonjour tout le monde. Une curiosité de mon côté, Alizé, étant donné que tu es dans Montréal in vivo,
J'ai été à Effervescence Montréal, d'ailleurs, c'est là que j'ai croisé Michael il n'y a pas si longtemps. J'aimerais savoir, vous ne voyez pas, voilà, désolé, j'ai un petit cover. Je voulais savoir de ton côté, si tu es capable de nous dire à nous moi disons que je représente les gens qui sont côté labo encore, côté université, qu'est-ce que les gens du privé, ils viennent chercher quand ils participent à Effervescence, quand ils vont vers Montréal In Vivo et ils veulent des collaborations avec la recherche, ils veulent peut-être embaucher des jeunes chercheurs. C'est quoi qu'ils cherchent? C'est quoi les... Et je suis désolé, il y a du bruit chez moi, je vais arrêter mon micro, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est quoi nos forces et nos compétences qui sont intéressantes pour eux? Donc, les forces et les compétences des scientifiques pour l'industrie, c'est ça, si je reprends bien, la question. Oui, exactement. OK. On a beaucoup de force en tant que scientifique et je m'en rends compte au fur et à mesure aussi de mon parcours. Par exemple, si je reviens à moi, mais après je pourrais peut-être un peu plus généraliser, mais toute la rigueur que j'ai appris, la rigueur scientifique, tout ce qui est gestion de projet, faire un projet de maîtrise ou un projet de doctorat, c'est de la gestion de projet. On gère ses expériences, on fait son échéancier, on va faire de la bibliographie, on va se renseigner, on fait de la veille, tout ça, on fait des collaborations, et parfois, c'est de la gestion de projet. Donc, faut pas l'oublier. Quand on dit, j'ai pas d'expérience en gestion de projet, si, vous en avez. Donc, tout ce qui est, voilà, la rigueur, l'écriture aussi, faire des demandes de fonds, que ce soit pour son projet de recherche ou pour une subvention au gouvernement fédéral ou provincial. C'est la même chose. On va aller chercher les points clés, on va rédiger d'une façon qui donne envie d'adhérer au projet. Donc ça, c'est vraiment des grandes forces qu'on peut retrouver chez les scientifiques. Après, évidemment, les scientifiques peuvent faire beaucoup de métiers différents en dehors de l'académique. Donc là, ils vont pouvoir rechercher aussi différentes forces en fonction du métier qu'ils vont pouvoir exercer. Et, il faut pas l'oublier, il faut essayer d'aller chercher ces forces transversales, puis il y a plein d'organisations qui aident aussi à les identifier, plein de webinaires, plein d'occasions. Essayer de faire cet effort et de regarder au-delà en fait de ce qu'on se dit, je suis bonne juste à faire des expériences. Non, au-delà des expériences, on apprend énormément de choses en faisant des pardon, j'ai été dérangée par une notification en faisant un parcours académique. Et au niveau peut-être plus général, effectivement, les industries, ce qu'elles viennent chercher à Montréal In Vivo et dans des événements comme Effervescence, c'est de rencontrer des gens. Notre organisation, notre mission principale à Montréal In Vivo, c'est de mobiliser l'écosystème. Donc, ça part des startups jusqu'aux grandes entreprises, mais aussi les étudiants, les chercheurs, les universités, les autres organisations de soutien. On est là pour s'assurer que tout ce beau monde a les outils, les ressources dont ils ont besoin pour performer, en fait, pour que notre écosystème à Montréal et au Québec soit le meilleur et que tout le monde ait envie de venir faire de la science ici. Et pour ça, on va leur demander quels sont vos manques, quels manques vous identifiez. Et en fonction de ça, on va co-créer des projets avec eux. On ne travaille jamais tout seul à Montréal In Vivo. On fait tout en collaboration parce que souvent, on avance toujours beaucoup plus loin quand on est plusieurs. Puis c'est surtout qu'on veut que nos projets soient ancrés dans la réalité du terrain. Donc ça se fait avec les gens sur le terrain, avec les gens qui soutiennent les personnes qui sont sur le terrain. Et c'est pour ça aussi que les industries viennent nous voir, parce que des fois, ils sont un peu déconnectés de ce qui se passe aussi, de la réalité, où ils ont besoin de rencontrer des scientifiques, de rencontrer d'autres organisations qui sont sur le terrain et avec qui ils n'ont pas forcément les contacts. Donc, on est là pour faire ce lien, puis pour favoriser, pour catalyser en fait tout ce beau monde à travailler tous ensemble. Merci. Avec plaisir. Merci d'avoir été à Effervescence d'ailleurs.
Elle, est-ce que tu avais une autre question? Bon, moi, j'en avais une autre, mais je pense que mon enfant il a fait l'aspirateur. OK. Merci. Moi, j'ai une question parce que je trouve vraiment intéressant. Et je ne connais pas encore super bien qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Montréal in vivo. Tu as déjà expliqué un petit peu c'est quoi les missions, les objectifs. Mais une des choses dont j'ai très envie, c'est que le concept du doctorat, et en tout cas de maîtrise doctorat, mais des études de recherche un peu plus poussées, change un petit peu et que les gens ils s'attendent en démarrant leur projet à ce que, oui, ils peuvent devenir profs, mais c'est juste 20% des probabilités et qu'il y a 80% de chances qu'ils tombent dans un autre espace du tissu socio-économique. Et j'ai l'impression que chez Montréal in vivo, vous êtes déjà dans une espèce de pont entre les deux et donc dans une position privilégiée pour peut-être voir où est-ce que pourrait s'en aller, disons, le branding du doctorat. Parce que j'ai l'impression que quand on parle doctorat, les gens, et que ce soit les étudiants, les familles des étudiants, les gens sur la rue, ils voient toujours, tu rentres dans un doctorat, tu finis en sarrau blanc à être professeur. Et là, les statistiques sont sorties, c'est 15 à 20% seulement des gens. Est-ce que tu es en position, je suis désolé de te placer dans cette tête, c'est un peu loin de ce que tu peux nous dire avec des statistiques et des chiffres solides, mais est-ce que tu as comme une vue sur l'avenir potentiel de ce branding du doctorat, de comment est-ce qu'on peut, quand on débute une carrière de jeune chercheur, se dire, je vais peut-être être entrepreneur à la fin, je vais peut-être être, je sais pas, travailler au gouvernement à la fin, je vais peut-être faire quelque chose de très différent qu'être à la PIAS, à pipoter des choses. Je sais que c'est un peu une question un peu grande et pas vague en soi, mais en tout cas un peu large, mais je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose. Oui, comme réponse. vraiment, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, de plusieurs points de vue aussi. Je pense que le premier, c'est du point de vue des étudiants eux-mêmes. Parce que beaucoup de gens rentrent dans le doctorat en souhaitant, au moins en souhaitant en fait avoir plus de connaissances sur tout ce qui est la biologie, quel que soit leur, enfin, si on parle du doctorat en bio, là, quel que soit leur sous-secteur. Et puis déjà, ça, c'est vraiment chouette. Utiliser sa curiosité intellectuelle, on veut se pousser plus loin, on veut avoir des connaissances et des compétences encore plus poussées au baccalauréat. Et déjà, ça, c'est vraiment génial. Ça veut dire qu'on a une certaine curiosité intellectuelle de ce côté, enfin, en tout cas pour ce domaine-là, qui est très intéressante. Puis, on va contribuer, dans tous les cas, qu'on ait ou pas fait un article, on va contribuer d'une façon ou une autre à la science. Puis ça, c'est vraiment chouette. Mais déjà, à ce moment-là, je pense qu'il y a plusieurs choses à se poser pour aussi sa santé mentale. Est-ce que c'est le bon parcours à suivre pour moi, pour la carrière que j'envisage? Ça peut évidemment changer au fur et à mesure, il n'y a aucun problème à ça. Mais déjà, se poser bien les questions, rencontrer des gens, des étudiants au doctorat, commencer à se renseigner même dès le départ sur toutes les différentes possibilités qu'il y a en dehors de chercheurs, que ce soit dans sa famille, ses amis, ouvrir les yeux en fait sur même dans le journal ou sur les applications des médias, on peut rencontrer plein de scientifiques différents ou des personnes qui parlent de leur parcours. Donc, appliquer sa curiosité scientifique à sa curiosité professionnelle, enfin de sa carrière professionnelle finalement. Ça vient aussi du côté université. Je pense que c'est important que les universités montrent toutes les possibilités qu'il y a en dehors du doctorat, enfin après le doctorat. Je sais qu'à l'IRIC, on a la chance d'avoir des affaires académiques qui sont très ouvertes à ça. On a un cours qui nous propose différentes carrières possibles. On a des événements de réseautage. Donc, ça nous ouvre déjà à toutes ces possibilités, mais je sais que c'est pas le cas dans toutes les universités. Donc, voilà, la première chose que je dirais, c'est qu'il faut absolument, c'est nécessaire qu'on ait ces cours-là, ces possibilités de conférences-là, en tout cas. Là aussi, les étudiants peuvent aller réseauter, s'inscrire à ces réseautages. Ça prend de l'effort, ça prend de rester 1 heure de plus en fin de journée. Je suis bien d'accord, mais bon, souvent, vous avez du fromage puis du vin.
ou des petites boissons. Donc, bon, ça peut aussi être un super moment de rencontre, puis de rencontre avec les personnes qui viennent parler, puis les autres étudiants. Donc, ça prend des efforts de ce côté-là. Personnellement, je suis aussi pour des stages, avoir plus de stages, même en maîtrise et au doctorat. Et que ce soit même dans un autre labo, voir comment ça fonctionne, rencontrer d'autres scientifiques, mais aussi dans d'autres organisations, qu'elles soient dans l'industrie scientifique ou même en business. On a la chance au Canada d'avoir une taxe qui aide à avoir des bourses comme ça. Donc ça peut être l'occasion de savoir, de ouvrir les yeux sur ce qui se passe ailleurs. Et à le côté aussi, travailler avec les chercheurs pour que eux-mêmes s'intéressent en fait à leurs étudiants, à leur après doctorat, après maîtrise, qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis eux-mêmes les aider à trouver le bon parcours. Évidemment, c'est pas du micromanagement, mais juste discuter avec eux sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qui leur plaît dans leur doctorat, dans ce qu'ils font, les tâches de tous les jours, comment ils voient leur carrière, puis être ouvert, ne pas directement les réprimander entre guillemets s'ils veulent sortir de l'académique, mais être conscient que en fait, de toute façon, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, ils vont devoir se trouver un autre autre carrière qui est tout aussi intéressante, qui peut les aider à, les épanouir en fait de la même manière ou même encore plus. Puis surtout aussi leur dire que leur premier job après la maîtrise ou le doctorat, c'est pas forcément, et ça sûrement pas, le job qu'ils vont faire toute leur vie. Donc qu'ils n'aient pas peur d'essayer, puis de se tromper, puis d'essayer encore, de faire leur propre chemin. Oui, je dirais que c'est un peu ça ma réponse. Plusieurs points de vue, plusieurs choses à changer, Très mais bonne ça part de réponse. tout le monde. Merci. Oui, merci. Et je suis complètement d'accord avec d'avoir plus de réseautage pour que les étudiants puissent avoir des parcours pour emploi pour... il y avait une fois que j'ai recommandé à Miguel d'avoir un cours spécifiquement pour le réseautage. Mais je ne sais pas si on peut avoir ça, mais ça peut être très utile. Montréal Vivo, on est en train de proposer des projets justement pour avoir plus de réseautage aux étudiants. Donc, rester à l'affût, ça va sûrement venir dans les prochains mois. Alors, je peux te demander une autre question. S'il y avait un conseil général pour les étudiants d'études biologie qui souhaitent travailler à l'industrie, est-ce que donner? C'est un peu coupé, mais si j'ai bien compris, c'est donner un conseil général pour les étudiants en biologie. Oui. OK, qui veulent travailler dans l'industrie. Mais si on veut sortir de l'académique, puis en fait, je pense que dans tous les cas, c'est un conseil qui est important, qu'on veuille ou pas rester dans l'académique, mais c'est s'ouvrir aux possibilités, s'investir en dehors du doctorat ou de la maîtrise. Ça peut aussi, en tout cas pour moi, c'était un peu une bouffée d'air frais en dehors de tout mon travail à la paillasse, parce que ça me permettait de rencontrer d'autres personnes, d'avoir différents points de vue, de même discuter finalement de son projet de recherche et de le voir d'une autre façon. Donc, ça peut même parfois aider à l'avancer. Ça peut permettre d'avoir des collaborations. Donc, s'investir en dehors de son doctorat, si on a le temps, puis la capacité aussi, évidemment. Je pense que c'est important. Puis, je ne dis pas qu'il faut faire 10 heures par semaine, là, mais même 1 heure de temps en temps, un petit réseautage, ou même joindre l'utile à l'agréable. J'étais aussi membre d'une association dans le thème de recherche, c'était la sénescence cellulaire. Donc, je m'étais investie dans l'association des jeunes pour l'Association internationale pour la sénescence cellulaire. Puis, il y avait un petit côté jeune. Et donc, avec ça, on faisait des activités pour les jeunes scientifiques de ce domaine-là lors des conférences. Donc, en fait, en soi, on reste dans le domaine scientifique, on agit pour les conférences et en même temps, on rencontre plein d'autres scientifiques super intéressants qui aussi
voient plus loin, ont à cœur de faciliter les collaborations, faciliter les rencontres. Donc, c'est là qu'on va développer d'autres compétences aussi. Et un objectif industrie, bah, ça montre aussi qu'on est intéressé par autre chose que l'académique pure, qu'on veut appliquer ses compétences à de d'autres façons qu'à son projet pur de recherche. Et je pense que ça, c'est aussi des moyens de montrer qu'on est transversal et qu'on peut travailler dans plein de façons différentes, dans plein de sujets, pas sujets, enfin, sujets aussi, mais plein d'ambiances différentes, d'atmosphères différentes de travail. Merci pour ça. Si vous voyez votre carrière complète, quelle était l'étape la plus importante? Je pense que ça a été de décider que j'arrêtais mon doctorat. Okay. Ça a été une des plus dures décisions de ma vie, je dirais. Je pense que je le savais depuis longtemps, mais l'accepter en fait. Accepter qu'on est finalement plus cette étudiante au doctorat, telle que aussi le monde extérieur nous voit. Quand depuis très longtemps on s'est focalisé sur ça, ça a été très très difficile. Mais finalement de me renseigner sur d'autres parcours, puis de voir que d'autres personnes l'avaient fait, puis qu'ils avaient trouvé une carrière qui les satisfaisait tout autant, voire beaucoup plus. On se dit en fait c'est possible, il y a d'autres portes de sortie. Au départ, je pensais que c'était dans la recherche clinique, puis finalement, je me suis rendu compte que non. Mais c'était pas grave parce que ça m'a ouvert d'autres possibilités. Ça a ouvert mes connaissances, mes compétences. Puis après, aujourd'hui, je suis super heureuse et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Donc, faut écouter son intuition. Et c'est pas parce que, je regrette pas du tout d'avoir au moins essayé. Je me suis poussée à mon maximum et je dis pas d'aller jusqu'au burn-out, ça par contre, arrêtez-vous avant. Mais au moins, j'ai essayé, puis j'ai réussi à retomber sur mes pattes, puis à trouver quelque chose qui me plaisait. Donc, je dirais que c'est ça. OK, merci pour ça. Aussi, une autre question. Quels sont vos objectifs pour l'avenir? Mais pour l'instant, ça va être de profiter en fait de ce nouveau poste que j'ai. Ça fait déjà 1 an, mais il y a tellement de choses à apprendre. Puis je me considère encore junior. J'ai beaucoup à apprendre dans ce poste-là. Donc j'aimerais continuer à l'explorer, continuer à me développer dans ce poste-là pour plusieurs années. Puis ensuite, on verra. J'aime beaucoup le côté stratégie, partenariat, vision un peu d'ensemble. Donc peut-être que des opportunités de carrière qui vont aussi s'ouvrir de ce côté-là. Peut-être que d'ici là, je vais découvrir d'autres sous-secteurs qui m'intéressent encore plus. On verra. Je laisse les possibilités ouvertes, mais pour l'instant, c'est aussi surtout m'épanouir dans ce nouveau travail, ce nouveau poste. Juste une question qui est reliée à votre réponse, Alizée. Merci pour d'avoir partagé ça. À propos de l'ambiance maintenant au Québec et au Canada en général, l'entrepreneuriat, ça vient de commencer à prendre un peu de l'élan et de commencer à devenir à quelque chose qui est intéressant pour les jeunes. Mais avant, ce n'était pas le cas. Est-ce que tu penses pour le moment les entreprises vont commencer à investir avec les universités peut-être pour aider les étudiants à apprendre l'entrepreneuriat, comment accéder à des ressources qui sont liées. Est-ce que tu penses par exemple à Montréal Invivo ou d'autres entreprises, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup telles quelles, mais est-ce qu'il y a une mission, vous pensez, à propos de ça? Oui, absolument. Mais il y a quand même des belles entreprises au Québec en sciences, puis en sciences de la vie et technologie de la santé. On est quand même un des pôles au niveau nord-américain. Donc ça, faut quand même pas l'oublier. Mais oui, il y a tout un effort qui est mis, en tout cas par le Québec, pour se développer en termes d'entrepreneuriat scientifique. Il y a plusieurs programmes qui sont mis en place, que ce soit par les FRQ, Montréal Vivo aussi, on a un programme de développement en entrepreneuriat
en sciences de la vie spécifiquement pour apprendre tout ce qu'il faut savoir en entrepreneuriat, donc monter son entreprise en sciences de la vie et technologie de la santé. Donc il y a de plus en plus des programmes pour aider les jeunes scientifiques à transférer aussi leurs connaissances ou même leurs idées qu'ils peuvent avoir, que ce soit sur leur projet de recherche ou ailleurs, en entreprise. Il y a aussi beaucoup au sein des universités, des pôles en entrepreneuriat qui sont créés ou qui étaient déjà là, mais qui prennent de l'ampleur pour aider à la valorisation des recherches qui sont faites à l'université. Il y a aussi des organisations comme Axelis qui aident à la valorisation de ces recherches-là, parce que je pense que c'est ça, au Québec, on se rend aussi compte que il faut maximiser toutes ces recherches qu'on fait dans les universités et puis les intégrer le plus possible, les aider à être présents sur le marché, à être commercialisés, à donner accès à des soins le plus vite possible, à être intégrés le plus vite possible au réseau de la santé. Donc, je dirais qu'il y a ce côté-là. Et aussi, il y a toutes les stratégies que met en place le Québec au niveau politique, en mettant de l'argent dans différents points, grâce à la stratégie québécoise pour les sciences de la vie, puis les stratégies québécoises de la recherche et de l'innovation, qui sont deux grands plans politiques, on va dire, de grandes orientations politiques qui ont été mis en place depuis 2017. Et qui démontre une forte volonté, en tout cas, pour développer l'entrepreneuriat scientifique. Merci. Honnêtement, vous avez vu que moi, je connais très peu à propos de ça au niveau au Québec. Mais quand quelqu'un me parle de l'entrepreneuriat, je pense surtout aux étudiants, aux chercheurs qui ont fait leurs études ici à McGill ou à Concordia ou n'importe quelle autre université au Québec ou à l'Ontario aussi, mais qui prennent leurs compétences et qui partent aux États-Unis. Parce que quand on pense à l'entrepreneuriat pur et tout de même, on pense surtout aux entreprises aux États-Unis. Mais maintenant, honnêtement, ça donne un peu de fraîcheur pour le Québec pour avoir la première place en Amérique du Nord. Oui, on n'est pas encore en première place, mais Ouais. on y travaille fort. En tout cas, c'est notre objectif. Développer une entreprise au Québec, il y a beaucoup de points positifs, il y a beaucoup de possibilités, de soutien. Donc, je pense qu'il faut se donner la chance avant d'aller tout de suite voir aux États-Unis et s'entourer des bonnes personnes, faire des recherches par rapport à ça, contacter Montréal Niveau si besoin, ou d'autres organisations, se rapprocher des pôles d'entrepreneuriat de son université, parce que il y a de l'aide qui est disponible et puis il y a une forte volonté politique du Québec de faire grandir ces entrepreneurs scientifiques puis les maintenir sur le territoire. Donc, pas hésiter à bien s'entourer. Merci. Avec plaisir. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a des autres questions? Ah, David. OK. Je pense que tu es sur mute, David. Oui, je suis sur mute, c'est ça. Pour rebondir sur la question de Rachad et la réponse d'Alizé, en ce moment, les fonds de recherche du Québec ont plusieurs projets vraiment un peu en dehors de ce qu'on peut imaginer, mais super intéressants. Il y en a un, c'est envoyer des PhD dans des missions québécoises scientifiques à l'étranger, comme à Tokyo, je pense à Berlin, et il y en a une autre dont je me souviens. Donc, vraiment transférer un doctorant dans un domaine peut-être de sciences dures, dans un milieu de représentation internationale, ou en fait, c'est quoi le terme pour ça? C'est, en tout cas, comment tu appelles ça? C'est des relations internationales, mais sur un fond de sciences. Je trouve ça super intéressant. Il y en a un plus proche, c'est dans les municipalités. Je sais que Laval attend, il y a un concours pour avoir une résidence, scientifique en résidence à la municipalité de Laval. Donc, pour qu'un jeune qui vient de la recherche participe à des décisions au niveau municipal. Il y en a un autre au niveau national, au niveau fédéral avec les bibliothèques nationales. Et toujours dans un point de vue de mettre à profit le profil PhD, mais dans des univers qu'on n'est pas habitué de voir et où il y a besoin
de ce profil-là. Et donc, oui, je suis d'accord complètement avec Alizé. Il y a une volonté, il y a de l'argent qui est mis dans des choses. Il faut avoir un peu les radars allumés et profiter de ces opportunités-là. Parce que quand on est dans un domaine, disons, il y en a un autre qui vient d'être lancé, puis c'est plus pour participer aux décisions dans les politiques en termes de sciences. Là, ça s'appelle l'interface, je pense. Et quand on est, disons, dans le milieu de politique et qu'on a un profil différent, donc, et qu'on vient de la recherche, c'est comme on devient un peu une espèce rare et prisée parce qu'on apporte une façon de voir les choses qui n'est pas connue, qui n'est pas habituelle, et on apporte notre bagage scientifique. Donc, je suis 100%... Alizé a l'air d'être d'accord aussi. Oui, absolument. Puis en fait, je m'étais aussi investie dans une organisation qui s'appelle Science and Policy Exchange, ou sciences et politique. Oui. Et puis, c'est là que j'ai découvert tout ce qui était justement la politique scientifique, enfin, la politique axée sur la science. Puis, il y a il y a des possibilités, en tout cas, pour des scientifiques de s'investir politiquement, mais pas choisir un parti politique, mais juste de soutenir les décisions politiques en analysant en fait des faits, en donnant une capacité de synthèse que on est scientifique sur une situation, puis en disant il se passe ça, ça, ça de chaque côté. C'est pas à nous de prendre la décision, c'est aux politiques. Mais moi, j'ai la capacité d'analyser vraiment la situation de façon très arbitraire, basée sur les faits. Puis ça, tout le monde n'est pas capable de faire ça et les scientifiques peuvent le faire. Donc, c'est aussi tout un monde qu'on ne connaît pas en tant que scientifique et qu'il faut découvrir parce que ça peut être très, très intéressant si on aime faire fonctionner son intellect de cette façon-là et juste ne plus être à la paillasse, c'est une belle avenue aussi. Et effectivement, les FRQ, puis même au niveau politique gouvernement, il y a des postes qui sont disponibles puis qui sont super intéressants. Profitez-en. Alors, est-ce qu'il y a des autres questions? Sinon, on peut terminer. Merci infiniment, Alizé, pour être ici, pour répondre à nos questions. Et peut-être ça peut être terminé ici. Oui. Merci à toi de m'avoir donné cette opportunité. Puis j'espère que ça va pouvoir aider des étudiants à des décisions pour leur carrière. Puis juste voir qu'il y a d'autres choses possibles, que peu importe notre chemin, on peut arriver là où on veut. Ça va peut-être pas être demain, ça va peut-être prendre du temps, mais il y a un moment, si on garde notre objectif, ça peut arriver. Mais merci beaucoup, puis j'espère que vous allez tous trouver votre chemin et vous épanouir dans votre prochain emploi, prochain poste. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup, Alizé. Merci pour avoir partagé votre parcours. Avec plaisir. Oui. Merci beaucoup d'être là. Merci et bravo pour organiser ça.